Madame la ministre, madame la rapporteure, madame la présidente, mes chers collègues, nous revoilà à débattre d'un texte sur lequel nous sommes déjà beaucoup intervenus et sur lequel nous interviendrons article par article au cours des débats, mais qui porte le titre de « Respect des principes républicains ». Respect des principes républicains. Le dire aujourd'hui, au lendemain d'une élection marquée par une abstention inédite, devrait logiquement entraîner que le respect des principes républicains vient à s'interroger à pourquoi aujourd'hui les 2/3 de nos concitoyens ne vont même plus se rendre à ce qui est le fondement de toute institution républicaine, à savoir le lieu d'expression de la souveraineté et de la souveraineté populaire. Si vraiment nous étions sincèrement attachés à respecter les principes républicains, alors nous devrions agir sans relâche et non pas perdre du temps dans des textes inutiles, à ce que les institutions soient enfin aimées de chaque citoyen et respectées. Je n'ai entendu aucune proposition depuis des mois et des mois vis-à-vis de la majorité qui nous présente ce texte pour modifier les institutions. Aucune. Pour rendre le citoyen plus respectueux précisément de la République, pour qu'il recroie ou qu'il croie à nouveau que ce système institutionnel est le meilleur cadre de l'expression de sa pleine souveraineté. Alors c'est déjà une signature. Vous voulez qu'on parle du respect des principes républicains, mais y a-t-il république quand ceux qui portent ce texte sont indifférents en réalité avec le fait que de plus en plus de nos concitoyens se détournent des urnes? Y a-t-il respect de la République quand les inégalités sociales se creusent, quand il y a aujourd'hui 10 millions de gens sous le seuil de pauvreté, 10 millions, et que depuis 2017, date où votre majorité est arrivée en responsabilité, 1 million de nos concitoyens sont venus s'ajouter au nombre de gens ayant basculé sous le seuil de pauvreté. Sommes-nous dans les respects des principes républicains quand les plans de licenciement se succèdent et que bien souvent, des entreprises qui licencient ont touché de l'argent public qui n'a pas été conditionné? Sommes-nous dans le respect des principes républicains quand la crise écologique amène à ce qu'un tiers des oiseaux ont disparu en France depuis 15 ans, 80% des insectes également ont disparu sur le territoire européen, etc., etc. Texte silencieux sur l'ensemble des grandes questions républicaines, quand on est véritablement républicain, et non pas qu'on se gorge de mots, précisément en banalisant le sens qu'ils veulent avoir. Alors oui, notre pays a subi des attentats djihadistes, indiscutablement. Le sang a coulé. Des fanatiques religieux ont frappé la République. Ce texte dont nous débattons est-il utile pour lutter contre ces attentats? Non. Le Premier ministre lui-même l'avait reconnu. Le ministre de l'Intérieur également. Mais je pense notamment à une interview du Premier ministre qui, dans un grand quotidien du soir, comme on dit, avait dit qu'indiscutablement, ce texte n'aurait pas empêché les derniers attentats qui avaient endeuillé notre sol. Que faut-il faire? Comme toujours, aider les services de police, aider les services de renseignement, veiller à ce que, par exemple, nous n'ayons pas une diplomatie avec des régimes autoritaires et religieux qui sont parfois en coulisses de ceux qui frappent notre pays. Nous continuons à vendre des armes à des monarchies pétrolières, qui sont des régimes infâmes, mais nous continuons. Si l'on respectait vraiment les principes républicains, on pourrait peut-être s'interroger sur cette tartufferie qui vise à combattre l'intégrisme religieux, l'islamisme le plus rétrograde, et en même temps, quand il s'agit de vendre des armes, de le faire sans complexe, sans réflexion. Business is business. Alors finalement, de quoi ce texte parle-t-il? Cela a été dit, beaucoup de choses qu'il veut aborder étaient déjà contenues dans des lois précédentes qui parfois ne s'appliquaient pas en raison de l'absence de moyens et de la faiblesse de services publics. Je dirais que plus que le texte, ce qui vous intéresse, c'est le contexte que vous fabriquez. Le décor idéologique et culturel dans lequel une conversation aujourd'hui s'engage, qui vise à dire que face aux attentats, nous agissons et nous nous en prenons à ceux qui sont en vérité les responsables, ou du moins potentiellement ceux qui ne sont pas très clairs sur ces attentats, à savoir ces 5 à 6 millions de nos concitoyens qui sont de confession musulmane. Finalement, le ministre de l'Intérieur a vendu la mèche à l'occasion d'un débat sur France 2
face à Madame Le Pen, où il lui a dit, Madame Le Pen, face à l'islam, vous êtes trop molle. Madame Le Pen lui a répondu, à l'occasion d'un livre que le ministre de l'Intérieur avait écrit, eh bien, monsieur le ministre, ce livre, j'aurais pu l'écrire. Voilà ce que vous cherchez à faire. Voilà le contexte que vous voulez créer. Que vous n'êtes pas en reste face à l'extrême droite pour traquer nos concitoyens de confession musulmane. Oui, je le dis comme cela, car cela a été dit clairement tout à l'heure. À aucune des autres religions de notre pays, vous ne demandez ce que vous demandez dans ce texte vis-à-vis des associations de confession musulmane. À aucune d'elles. À aucune d'elles, vous ne demandez de mettre en place des cadres associatifs qui sont, en quelque sorte, plus démocratiques. Évidemment, car ce serait contraire même à nos principes républicains. Nous n'avons pas à nous mêler de l'organisation du culte. Mais concernant l'islam, nous nous en mêlons dans ce texte. Pour quelle raison d'ailleurs? Ayant été assidu aux différentes auditions qui avaient amené à enrichir ce texte, la responsable du renseignement avait considéré que dans 96% des lieux de culte musulmans, il n'y a strictement aucun problème. Donc en vérité, nous connaissons les lieux où il y a des difficultés, nous les surveillons généralement, et il n'y a pas à véritablement demander à ce qu'il y ait des modifications associatives au sein de l'ensemble des associations cultuelles musulmanes, si ce n'est à le demander à tous les autres cultes, ce que personne ici n'envisage de faire, bien évidemment. Car qu'on le veuille ou non, c'est peut-être un constat difficile pour certains d'entre vous, mais les religions ne sont pas des démocraties. Elles s'organisent comme elles veulent, elles répondent à d'autres règles que les règles de la République. Alors vous avez forgé un mot, celui de séparatisme. Figurez-vous que vous avez découvert que dans ce pays, il y aurait des gens qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles que les autres, qui ne veulent pas habiter dans les mêmes quartiers que les autres, qui ne veulent pas répondre aux mêmes règles que les autres. Et oui, nous les connaissons. C'est ceux qui partent en vacances, même dans des lieux différents. Ceux qui consomment beaucoup plus que les autres. Ceux qui veillent à ce que leur quartier soit bien placé, loin de la populace et des pauvres. Ce sont les riches, le séparatisme des riches. Il est là, il se construit, il se développe, il s'approfondit. Avez-vous prévu d'agir contre celui-ci? Non, absolument pas. Et vous riez généralement quand on vous dit que c'est ça aussi qui mine notre pays. Le fait qu'il existe de moins en moins de lieux où les plus riches rencontrent les milieux populaires. Ils ne fréquentent pas les mêmes lieux culturels, ils ne fréquentent pas les mêmes quartiers, ils ne fréquentent pas les mêmes lieux de vacances. Mais tout ça, après tout, vous êtes indifférents. Le président de la République, dans un moment de lucidité, avait dit à propos de ce séparatisme, « Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme. » À la bonne heure. Alors qu'est-ce qui est prévu dans ce texte, justement, pour essayer de réparer le séparatisme que vous visez? À savoir le fait qu'il y a des quartiers dans lesquels ont été relégués nombre de nos concitoyens, où se sont concentrées les difficultés, où l'école publique est de mauvaise qualité, où les services publics n'existent plus. Absolument rien. Ce texte n'aborde absolument pas la question. C'est un impensé de ce texte, l'angle mort, rien. Pourtant, l'école, pour parler d'elle, c'était Lionel Jospin qui disait « L'école publique est le berceau de la République ». Et il a parfaitement raison. Si l'on veut parler du respect des principes républicains, commençons par le fondement, l'école publique. J'avais nommé ça, à l'occasion de nos débats, le séparatisme scolaire. Il est éclatant. Aujourd'hui, il y a 2 fois plus d'enfants boursiers dans l'école publique que dans les écoles privées. Et ça ne cesse de, s'approfondir année après année. Les enfants des milieux les plus favorisés vont de plus en plus dans les écoles privées. Et effectivement, l'école publique accueille avec des proportions beaucoup plus importantes les enfants des milieux défavorisés. Le paradoxe, ça n'est pas que... Et j'entends bien respecter la liberté du fait que les parents puissent mettre leur enfant dans l'école qu'ils veulent. Mais c'est que sur financement public, nous finançons l'école privée. Nous finançons ce séparatisme. Nous l'approfondissons. Et votre gouvernement, notamment, a encore plus contribué à approfondir ce qui avait été entamé par la loi Debré de 1959, qui était un coup porté contre la laïcité, notamment par la scolarisation des enfants dès 3 ans dans les écoles privées, ce qui amène à ce que, concrètement, nous avons eu un renforcement du financement public des écoles privées, et je pourrais développer. Vous ne touchez pas au séparatisme scolaire. C'est hors sujet. D'ailleurs, récemment, à l'occasion de questions au gouvernement, quand j'avais interpellé M. le ministre de l'Éducation nationale pour dénoncer le fait qu'il y avait des fermetures de classes dans ma Seine-Saint-Denis, il m'avait répondu avec beaucoup de délicatesse, comme il le fait toujours, « Vous faites de la propagande et vous instrumentalisez les familles défavorisées », m'avait répondu M. Blanquer à cette tribune. 3 jours plus tard, s'apercevant de la réalité des chiffres, il a reculé, effectivement, c'était tellement scandaleux qu'il est revenu sur ces fermetures de classes. Mais il ne s'est pas excusé auprès de moi.
Au passage aussi, pour aborder la question scolaire, vous ratez complètement la cible et vous vous en prenez aux pauvres familles qui ont fait le choix de l'IEF. Moi, je l'ai dit, je suis favorable à ce qu'il y ait des contrôles. Actuellement, les chiffres que nous avons nous démontrent qu'un tiers des familles qui ont fait le choix de l'IEF ne sont pas contrôlées. Je souhaiterais au moins qu'elles puissent être contrôlées chaque année. Commençons par là, pour voir la nature du problème. Vous n'avez même pas voulu aller dans le sens de nos propositions qui visaient à proposer à ce qu'il y ait 2 contrôles par an. Pour ça, j'irais au moins qu'il y en ait un, vu qu'actuellement, il est censé y en avoir un chaque année, ce qui n'est pas le cas. Et on a maltraité, si je puis dire, des familles qui n'avaient rien demandé ou qui se sont retrouvées visées dans un débat qui ne les concernait absolument pas. Alors la laïcité, vous osez parler en permanence de la laïcité et vous prévaloir de ce mot magnifique. Moi, j'aime tellement la laïcité que je la veux pour tous, partout, sur l'ensemble du territoire. Mais quand on vous dit cela et qu'on vous dit « Avez-vous remarqué que, ne serait-ce que sur la métropole, il y a 3 départements français où la grande loi de 1905, qui est la seule expression du point de vue de la loi de ce qu'est la laïcité. Tout reste n'est qu'interprétation. Je connais la loi du 9 décembre 1905 et notamment ses 2 premiers articles. Avez-vous remarqué qu'il y a 3 départements où elle ne s'applique pas, où la République, et pas seulement les habitants de ces 3 départements, finance le culte? Vous nous avez rionné en considérant que ça n'était pas le sujet. Ça coûte pourtant chaque année 55 millions d'euros, que je paye moi aussi comme contribuable de Seine-Saint-Denis et l'ensemble des autres contribuables de tous les départements. Pourquoi devrais-je financer un séparatisme? Monsieur le ministre m'a répondu avec beaucoup d'autorité, c'est pour des raisons historiques. Avec de tels arguments, si au nom des raisons historiques, on ne respecte plus la laïcité, on va aller très loin. Pouvez-vous m'expliquer pour quelles raisons l'évêque d'Alsace perçoit chaque mois 4 171 €, mais que le grand rabbin de Strasbourg, lui, ne perçoit que 2 624 €? Par exemple, c'est blessant vis-à-vis des différents cultes. Et je vous fais grâce du fait qu'évidemment, nos concitoyens de confession musulmane, là-bas, ne sont pas financés par argent public. Il y a là, si l'on veut être pédagogique et faire comprendre que le mot de laïcité n'est pas un argument à géométrie variable, n'est pas, comment dirais-je, quelque chose qui ne s'adresse pas à tous, eh bien, il faut veiller à ce que la laïcité et la loi de 1905 s'appliquent sur tout le territoire. Un récent sondage est venu à portée de loi à Montmoulin et une grande majorité de nos concitoyens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et de Moselle sont favorables à l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle. Finalement, il y a dans ce pays une seule groupe politique qui résiste à cela, c'est vous. C'est-à-dire ceux qui nous parlent de laïcité sont en vérité le dernier obstacle à ce que la laïcité s'applique sur l'ensemble du territoire. Abrogez la loi et le concordat d'Alsace-Moselle, soyez laïcs jusqu'au bout. Ça évitera d'ailleurs ces manœuvres politiques que l'on a vues à Strasbourg dernièrement, où après avoir approuvé la construction d'une mosquée, mais une fois que la municipalité avait changé, que c'était devenu une maire écologiste, qui n'a mis en application que ce qu'un maire précédent, lié d'ailleurs à votre majorité, avait fait, vous avez monté d'un seul coup un pataquès en expliquant que la laïcité était remise en cause, alors qu'en vérité, la maire de Strasbourg ne faisait que continuer ce qui était fait précédemment. Nous avons proposé avec notre groupe une solution très simple, abroger le concordat d'Alsace-Moselle, aucun financement de lieux de culte là-bas, ça mettra tout le monde d'accord et ça évitera qu'on se retrouve dans des situations totalement détestables, comme on l'a vu dernièrement, détestables dans le sens de l'instrumentalisation politique qu'en a fait le ministre de l'Intérieur, qui mériterait d'être blâmé à tel point il n'a, de ce point de vue-là, été contraire à sa parole. Alors, tout à l'heure, le rapporteur disait, voulant polémiquer avec nos collègues de droite, qu'ils avaient une obsession pathologique contre l'islam. La majorité, elle, a une obsession honteuse, en vérité. Je dois avouer que l'existence du texte, ou le texte qui est sorti du Sénat, n'est pas finalement un contresens par rapport au texte initial adopté. C'est sa logique poussée jusqu'au bout. Mais fondamentalement, le sujet reste le même. La volonté de fabriquer la conversation, non pas sur les grands sujets de piétinement de nos principes républicains, je l'ai dit, le fait que nos concitoyens aient le sentiment qu'ils ont de moins en moins de droits pour peser sur les décisions, de l'hyper-présidentialisation du régime de la Ve République, de la volonté d'avoir des outils d'intervention populaire, tout ça pourrait redonner du sens à la République. Vous avez fait l'inverse, vous fabriquez une conversation qui nous détourne des questions sociales, qui nous détourne des questions démocratiques, qui nous détourne des questions écologiques, et le sujet de conversation, c'est l'islam, l'islam, l'islam. Voilà où nous en sommes, à tel point que tout à l'heure, il est parti. Le collègue Meyer Habib est même venu à cette tribune nous expliquer la supériorité d'une religion contre l'islam. Si nous étions une assemblée de républicains laïcs, nous aurions dû lui couper la parole et lui dire qu'à cette tribune, cela ne se fait pas de vanter la supériorité d'un culte sur un autre. Et c'est une incompréhension de ce qu'est la loi de 1905. Comment est-il possible que quelqu'un vienne dire ici, et je respecte l'ensemble des religions, mais comment est-il possible que quelqu'un vienne ici défendre un dogme contre un autre et dire qu'il y en a un qui est supérieur à un autre? C'est absurde. Voilà ce que vous avez fabriqué. Un mépris qui se dit, je le conclus là-dessus, la République a de vrais ennemis, mais elle a de faux amis. Ce que je vous reproche avec le plus de vivacité, c'est que vous avez galvaudé des mots, vous les avez rendus incompréhensibles, vous ne cessez de parler de laïcité et de république, et dans les milieux populaires, ces mots magnifiques, ces mots d'émancipation sont devenus suspects à cause de vous.
Et cette loi de respect des principes républicains est en vérité une loi du mépris des principes républicains, parce que vous ne savez pas ce que c'est. En voulant détourner la conversation, vous mettez à mal la République. Vous avez été sanctionné dimanche précisément là-dessus. Et c'est une bonne nouvelle. Le peuple aujourd'hui ne veut pas se laisser avoir dans vos diversions. Pour notre part, nous continuerons à défendre la laïcité, la République, à la fois par les amendements que nous portons tout à l'heure, mais aussi par notre programme. Cela se réglera notamment dans la semaine qui vient, mais aussi dans 12 mois. Merci. Merci beaucoup, chers collègues.